saoule. C'est pas possible à cette heure-ci, non, ça vaut pas la fête. Ah, bonjour Christelle. Bonjour Catherine, ça va? Bah oui, toi? Ça va, qu'est-ce que tu fais de beau? Bah toi, je mange des frites avec de la mayonnaise. Ah, c'est pas bon pour ton transit, ça. Occupe-toi de tes oignons. Bah, Catherine, t'abuses. Ici, en tirage, on a plein de producteurs locaux qui peuvent nous conseiller. Allez, ramène ta fraise. Oh là là, c'est pas possible. Allez, Julien, plus de champignons. Qu'est-ce que vous faites, les filles? J'essaye de chasser la guêpe. Mais t'es rouge comme une tomate. Et puis, arrête, c'est pas une guêpe, c'est une abeille. Et tu sais ce qu'on dit, une abeille vaut mieux que 1000 mouches. Que veux-tu dire? Eh ben viens, je t'emmène à la ruche de Fligny. Ok. Bonjour Anne. Bonjour. Bien, bonjour Cathy. Je te présente Bonjour. Émilie. Bonjour. On voulait en savoir plus sur ton métier. Alors, moi je suis apicultrice. La principale atelier d'apicultrice, c'est producteur de miel. Donc on produit plusieurs miels. Du miel de printemps, du miel toute fleur, printemps, été. Après on fait de la transhumance, donc on déplace nos ruches dans des bois de tilleul, des bois de châtaignier, des bois d'acacia qu'on a été chercher avant et qu'on a trouvé, et on déplace nos ruches dans ces bois-là, et à partir de ce moment-là, on fait du miel d'acacia, du miel de châtaignier et du miel de tilleul. Donc on a plusieurs miels différents. Et là, donc, j'étais en train de faire un autre atelier qui est la gelée royale. Et donc, c'est très bon pour le système immunitaire. Quand nous, on peut faire des cures de gelée royale. Et c'est très bon pour le système immunitaire. Donc, en premier lieu, ça n'a rien à voir avec le miel. Le miel, les abeilles vont butiner les fleurs. Elles vont prendre le nectar qu'il y a dans les fleurs. Elles vont le ramener dans les ruches, le transformer et après le remettre dans les petites alvéoles qu'on voit là, et le stocker. Là, la gelée royale, c'est autre chose, c'est produit par les glandes des abeilles. Elles l'utilisent pour fabriquer des reines. En fait, il y a une reine par ruche, et quand ils sentent que la reine est un peu plus vieille, ils décident de fabriquer de la gelée royale et de refaire une autre reine. Donc moi, ce que je fais là, c'est que je prends des larves, je les mets dans mes cupules, je vais les mettre dans mes ruches, et après mes abeilles décident de refabriquer des reines. Et donc là, elles ont rempli mes cupules de gelée royale avec les larves qui sont dedans. Et donc après moi, je retire les larves et après je récolte la gelée royale qui est là, dans les cupules. La gelée royale, on peut la manger, donc on fait des cures, on peut faire 1 à 2 cures par an.
C'est très bon pour le système immunitaire. Donc en fait le système immunitaire c'est ce qui nous aide à battre tout ce qui est grippe, Covid, rhume, bronchite, toutes ces maladies-là en fait. Donc en faisant des cures de gelée royale, on renforce notre système immunitaire. Donc on évite de tomber malade de maladies d'hiver. Le miel, c'est très bon pour les problèmes de gorge, les toux. C'est aussi tonifiant. Donc c'est aussi très bon pour la santé. Et puis c'est très bon à manger, c'est sucré, donc dans le thé, dans le café. Et est-ce que les particularités changent en fonction des saisons? Oui, bien sûr, les particularités du miel changent suivant les fleurs. Et donc les fleurs, c'est suivant les saisons. On n'aura pas les mêmes fleurs dans le miel de printemps comme dans le miel d'été. Et donc le miel a une texture différente, une couleur différente et donc des particularités différentes. Eh ben dis donc Anne, c'est quoi que tu as là sur ton étagère? C'est pas du miel ça? Ah non, donc avec le miel, on peut faire des produits dérivés. Donc on peut faire des produits de beauté par exemple, comme du savon. On peut faire de l'alcool, un apéritif, comme de l'hydromel. C'est la fermentation de l'eau avec du miel. Et avec la cire d'abeille qu'on a récupérée au moment de la récolte, on peut faire des bougies par exemple. Qu'est-ce que tu fais, Ingrid? Bah, je mets du produit, il y a plein de bestioles dans la salade. Des bestioles? Mais arrête tes salades. Qu'est-ce que tu mets comme produit? L'insecticide. L'insecticide. Mais tu veux manger les pissenlits par la racine? Bah, pourquoi? Mais y a rien de plus mauvais pour la santé. Ah bon? Tu connais pas Manu? Lui, il cultive tout au naturel. Viens, je vais te le présenter. Bon, d'accord. Ah cool, allez on va se cultiver. En plus Manu, il est trop chou. Hey Manu, tu descends? Mais pourquoi faire? Bah descends Manu. Mais pourquoi faire? Salut. Salut Manu. Voilà le jardin. Et en plus, il a 2 bio petits chiens. Et Manu, ton jardin, ce n'est pas un jardin ordinaire. Tu pourrais nous présenter ce que tu fais? Alors oui, c'est un grand jardin ou une petite exploitation en maraîchage. Donc il y a à peu près 6000 m², donc de culture sous serre, culture en extérieur. Donc sous serre, c'est tout ce qui est légumes d'été, les légumes ratatouille, tout ce qui est poivron, tomates, aubergines, piments. Puis après tout ce qui est salade pour l'hiver, les navets, les oignons, ail, échalotes. Enfin, c'est très diversifié. Et après en extérieur, il y a un peu de tout aussi en culture diversifiée. Donc 6000 m², c'est quand même une petite surface pour la plupart des maraîchers. Et en fait, c'est petit, mais comme je fais tout à la main ici, donc je ne suis pas motorisé, c'est déjà beaucoup de boulot. Et donc le fait de ne pas avoir tout ce qui est charge liée au tracteur et tout ça, je m'en sors avec une petite surface. Donc après, au niveau de ce qui est différent ici par rapport à d'autres exploitations, donc on peut parler de permaculture ou d'agroécologie. Donc c'est pas juste des rangs d'oignons à perte de vue ou des rangs de courgettes. C'est donc des buts qui sont plantés de plusieurs légumes au même endroit. Donc sur des buts d'1,20 m sur par exemple 14-16 mètres.
Donc là, c'est les buts d'1,20 m, un petit peu surélevés. Aide-moi, passe, hop, voilà. Comme ça, vous voyez bien les planches surélevées de 15 cm. Donc moi, ça me permet de moins me casser le dos. Au niveau de l'ergonomie, c'est pas mal. Et après, donc ça m'a permis d'augmenter un peu l'épaisseur de terre, ce qui permet d'avoir des légumes qui peuvent aller puiser un peu plus en profondeur et de mettre de la bonne terre avec du compost, du fumier, des choses comme ça. Donc d'enrichir le milieu. Après, il y a tout ce qui est paille, le broyat, qui empêche les mauvaises herbes de pousser, qui garde l'humidité, qui garde la vie du sol. Donc ça m'empêche, ça me permet de beaucoup moins arroser et moins désherber, ça me donne moins de boulot. Et les petites bêtes du sol qui sont protégées grâce au broyat, eh ben, elles travaillent pour moi, notamment les lombrics, les vers de terre. Et après, donc, je vous parlais de culture associée. Donc là, vous voyez, il y a déjà 1, 2, 3, 4, 5 légumes différents. Il y a des salades, concombres, courgettes, betteraves, échalotes. Parfois, il y a des oignons aussi. Voilà. Puis après, il y a l'effet aussi butte un petit peu bombé, qui me permet de gagner quelques centimètres par rapport à une butte plate. Donc c'est pas grand chose, mais des fois juste 5 cm de plus, c'est une ligne de radis. Donc voilà. Et ça permet aussi le fait que la butte soit un peu surélevée. Donc le principe de butte permet à ce que le sol se réchauffe plus vite au printemps. En plus là c'est des buttes sous serre, donc ça se réchauffe très vite. Voilà, après du coup tout ça c'est pour une vente en direct. Parce que c'est pareil, je suis petit jardinier, petit maraîcher. Donc le but c'est d'avoir le moins de charges possible pour que le peu que je gagne soit rentable. Donc c'est beaucoup, 95% de vente directe pour pas qu'il y ait d'intermédiaire. Donc sur le marché de Bussy tous les samedis. Et un petit peu, on va dire 5% en magasin bio. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Des coquelicots dans une serre? C'est pour quoi faire? Des bouquets? Alors oui, c'est pour faire des bouquets, pourquoi pas. C'est aussi pour la biodiversité, pour attirer des insectes, pour la beauté du jardin aussi. Et en fait, moi, c'est surtout pour attirer des insectes, pour qu'il y ait le plus de vie dans le jardin. Et pour faire de la diversité, éviter qu'il y ait toujours que des légumes, surtout qu'un seul légume, éviter la monoculture. Donc qu'il y ait plusieurs légumes au même endroit avec des fleurs en plus, ça me permet d'avoir plus de vie, donc moins de maladies, et d'éloigner aussi parfois certains nuisibles. Par exemple, les soucis vont éloigner certains nuisibles de la tomate. Les coquelicots ils vont attirer des bourdons, donc voilà. Voilà pourquoi j'utilise beaucoup de fleurs qui réapparaissent d'ailleurs naturellement d'année en année. Elles se ressèment d'elles-mêmes et quand je désherbe, j'en laisse quelques-unes et voilà. Très bien Manu, on se retrouve au marché samedi au marché de Bussy. On fait ça. Allez, on y va. J'ai une faim de loup. Tu me ferais bien une omelette? Oui, avec plaisir. Oh, j'ai plus un œuf. Désolée. Faut que tu m'emmènes au supermarché. Au supermarché? Ah oui. Ah non, on va aller à Jantes. Ils font des œufs bio. Allez, D'accord. on va pas poireauter. On y va. Eh oui, on fait pas d'omelette sans casser des œufs.
Peux-tu expliquer à Catherine ton métier? Eh ben, Catherine, en fait, je suis avicultrice. Donc, on élève des poules pondeuses avec mon mari depuis 2018. En fait, on a toujours voulu être agriculteur et on s'est lancé dans la poule pondeuse bio parce qu'on avait une opportunité de travailler sur la poule pondeuse et puis on aimait bien ça. Donc du coup, on s'est lancé dans l'aventure. Mon mari, il n'avait pas du tout... il a été fils d'agriculteur, il a fait des études agricoles, mais pas du tout dans l'élevage. Moi, j'avais fait mes études dans l'élevage et donc du coup, tout naturellement, on s'est lancé dans la poule. Et puis, on a voulu faire du bio parce qu'on ne voulait pas que nos poules soient enfermées et qu'elles aient de l'espace, du bien-être. Et donc, en fait, toute l'année, elles peuvent pâturer autour du bâtiment. Et puis avoir quand même le bâtiment aussi ici pour se protéger et où nous, on puisse aussi ramasser les œufs dans le confort, etc. quoi. Donc voilà, au niveau de notre exploitation, on est sur 12 000 poules pondeuses. Parce que c'est une taille humaine, on peut travailler à deux, donc ça représente à peu près 2 heures à 2 heures et demie de travail tous les jours. Donc le gros de notre travail, c'est de ramasser les œufs. Donc on y passe à peu près 1 heure et demie tous les jours. Donc les œufs sont ramassés, on les trie. Et après, on les conditionne, donc en fait, on les met sur palette pour que ça parte chez un marchand d'œufs, un conditionneur d'œufs, à Lille, à côté de Lille. Et donc c'est pareil, notre conditionneur d'œufs, on a un contrat avec lui, c'est à proximité. Et après, nos œufs sont revendus dans les grandes surfaces. Donc on a travaillé comme ça au départ et puis depuis 2019, on a développé notre vente directe. Donc on a commencé par les marchés, on a été sur le marché de Bussy, on a fait des marchés de producteurs sur Montaigu, Wattignies, après dans les Ardennes à Rocroi. Et on a commencé après à travailler avec les moyennes surfaces. Donc tout d'abord Intermarché à Vervins, où on livre toutes les semaines nos œufs en boîte de 6. Ensuite, on est au Leclerc à Hirson. Et puis après, on est dans les Carrefour Market à Marle et Montcornet. Et on continue de se développer avec les différents intermarchés, écomarchés. Et donc, on a un rayon d'à peu près 50 km autour de la ferme aujourd'hui de vente directe. On travaille aussi avec les restaurateurs et on travaille aussi avec la cantine centrale d'Hirson pour les restaurants scolaires où on fait partie du programme des œufs à la coque en fait. Donc là depuis le printemps, toutes les semaines à la cantine, les œufs à la coque sont servis et ils viennent de notre élevage. Donc on est super contents de pouvoir valoriser nos produits et de montrer notre savoir-faire aux jeunes. 12 000 poules, donc ça fait 12 000 œufs par jour? Eh ben non, en fait pour faire un œuf il faut 26 heures. Donc on ramasse à peu près 11 000 œufs tous les jours. Avec autant d'œufs, il vaut mieux éviter de mettre tous ces œufs dans le même panier. Ah merci la petite voix, j'avais oublié, on fait partie du programme des paniers solidaires cofinancés par la MSA et la CAF. Et donc en fait tous les 15 jours, j'amène à peu près une vingtaine de boîtes d'œufs à Saint-Michel à l'Aptar. Et donc l'Aptar s'occupe après de redistribuer les paniers aux bénéficiaires. Bah alors ça, c'est une chouette action. Bon, dans tout ça, moi je commence à avoir la chair de poule. On se la fait cette omelette? Ah, on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Allez, venez les filles. Qu'est-ce qui m'a pris de faire ce fromage? Ça ne va pas, ça ne va pas. Il n'y a rien à faire, ça ne va pas. Bonjour Nat, tu vas bien? Qu'est-ce que tu fais? Salut Nat, non, ça ne va pas du tout. J'essaie de faire ce truc à la noix qui me prend le chou. Mais quel truc à la noix? Mon fromage de chèvre. Mais tu sais pas qu'il existe des producteurs qui le font eux-mêmes. J'en connais un, si tu veux, je T'aurais pas pu me le dire avant. Je t'emmène si tu veux. Eh ben, on y va. Allez là, tu vas me rendre chèvre.
Bonjour Chelsea, peux-tu expliquer à Nathalie comment on fait du fromage de chèvre, s'il te plaît? Alors pour faire le fromage de chèvre, on commence par traire les chèvres tous les matins. Ensuite le lait il va partir en fromagerie et il va être reposé en fait jusqu'à ce qu'il atteigne 20 degrés. Ensuite on met des ferments et de la présure et on attend 24 heures que le caillé prenne en fait. Et ensuite à partir de ce moment-là on peut le mouler directement dans les moules. On va les retourner pendant 2 jours, les saler et ensuite on va les égoutter et ce sera du fromage frais. Pour faire du fromage un peu plus affiné après, il faut continuer à le retourner tous les jours et à le laisser à une température pour obtenir un fromage demi-sec au bout de 4-5 jours. Et fromagère, c'est ton métier? Alors oui, c'est mon métier. Je vends donc le fromage en vente directe sur pas mal de marchés. Donc il y a aussi du local à Nord, le distributeur devant la ferme. Puis après c'est de la vente, mais principalement dans les grandes villes, étant donné qu'il n'y a pas beaucoup de population. Il faut vraiment aller sur des gros marchés pour pouvoir vendre et en vivre. Le fromage est produit en bio. Donc dès le départ, j'ai choisi de faire du bio pour promouvoir la vente directe, le fromage régional, les petites productions. Aussi parce que l'agriculture intensive à l'heure actuelle elle est un petit peu mise à mal et c'est vrai que faire du fromage et permettre aux bêtes de sortir ça peut préserver aussi les terrains, le bocage qu'on a tout autour de nous. Je suis mi-figue, mi-raisin. Vous parlez de chèvre, mais moi je vois des brebis. À quoi elles servent ces brebis? Oui, donc les brebis, elles servent à la même chose que les chèvres. Elles sont là pour faire du lait. Donc je fais du fromage, des yaourts et des glaces au lait de brebis. Donc ce sont des brebis lacones, donc des brebis laitières qui viennent du sud de la France. Elles sont très intéressantes pour le fromage parce qu'elles ont vraiment une bonne qualité. Le fromage est assez gras, mais le fromage est beaucoup plus doux que le fromage de chèvre. Tu nous emmènes où là, Chelsea? Et bien là, je vous emmène dans la fromagerie pour vous montrer les fromages. On te suit. Voilà, donc le lait arrive ici en fromagerie, donc il va cailler 24 heures dans des seaux. Ensuite, il va être égoutté sur la table d'égouttage, donc il va parfois rester 2 jours sur cette table, avant de repasser en fait ici, où il va être démoulé, où il va faire sa croûte en fait. Et ensuite, il partira dans des petites cartes d'affinage, jusqu'à la vente. Voilà, donc la production de la semaine est vendue sur les marchés le week-end. Voilà, donc il y a plusieurs variétés de fromages, plusieurs formes aussi, donc il y a des crottins, des cœurs, des pyramides, des bûches, des palais en brebis. Il y a des fromages qui sont égouttés sur store et des fromages qui sont moulés directement en moule, donc ça dépend un petit peu du fromage qu'on va faire. Ensuite, il repasse sur cette table, en fait, où il va être affiné, donc il y a le géotrichum qui va venir faire la croûte des fromages. Il peut être cendré aussi, donc là il n'y en a pas, mais on cendre la croûte pour la mettre en noir. Le fromage, à partir de ce moment-ci, quand il commence à faire sa croûte, ça devient du fromage demi-sec. Il va encore affiner quelques jours dans des caves d'affinage pour bien prendre le goût et bien sécher. Et vraiment, pour les amateurs, il y a le fromage qui va sécher pendant 1 mois, voire 1 mois et demi. Et celui-là, c'est vraiment le fromage le plus fort, très sec. Donc il y a également des yaourts, quelques glaces en saison. Mais disons qu'en forme et en taille, il y a une vingtaine de fromages différents en chèvre et en brebis. Merci pour tes explications, Chelsea. Ça a l'air d'être vachement bon, Jessie. Peux-tu nous amener à ton distributeur? Oui, bien sûr. Voilà, donc voilà mon distributeur. Donc il se trouve à Mondrepuis, à la rue des Mutères. Donc à l'adresse de la chevalerie, hein, c'est facilement trouvable et avec toujours environ 9 à 10 fromages différents à pouvoir choisir. On te remercie bien, Jessie. Merci, Jessie. Des explications. Et je vous remercie. Bon, allez, j'y vais. J'ai du boulot. Ah bah tu vois Nathalie, fallait pas en faire tout un fromage. Oh! Ah là 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 là, elles vont me rendre chèvre. Allez, vas-y Christelle, tu peux le faire. Fin d'un récousse pour... Sabrina, viens voir s'il te plaît. T'as besoin d'aide, Christelle? Bah, je voudrais une clé au pot pour le dessert de ce midi, j'arrive pas. Mais qu'est-ce que tu fais avec un pot de compote? Compote toi-même, c'est bien meilleur avec tes vraies pommes. De vraies pommes? Bah bien sûr, au verger. Au verger De Neuve Maison. De Neuve Maison.
Chez Monsieur Vanache. Chez Monsieur Vanache. Allez, viens, on y va ensemble. Allez, Je vais te faire voir. C'est parti. J'espère qu'on n'aura pas de pépins. Bonjour Monsieur Vanache. Bonjour. Bon, Monsieur Vanache, moi j'en ai marre de Oui. ma compote de supermarché. Pareil que vous vendez des pommes. Oui, je vends des pommes. Vous avez la bonne adresse. Et on les trouve où vos pommes, Monsieur Vanache? Alors vos pommes, suivant la saison, donc à la ferme principalement, en vente directe. Et après dans des magasins spécialisés, petits producteurs, voilà. Ici vous êtes dans des vergers haute tige, donc des anciennes variétés à pommes. Donc des compotes beaucoup meilleures, plus onctueuses, plus sucrées. Il n'y a rien à ajouter, ils sont excellentes. Et est-ce qu'il y a un calibrage à respecter? Non, il n'y a pas de calibrage. La pomme de supermarché, c'est de la pomme trop calibrée, brillante, tout ça. Ici, vous allez avoir des pommes avec des défauts, mais ça n'enlève en rien leur goût et leur savoir pour faire de la compote. Et c'est aussi bien de la pomme à croquer aussi. Voilà. Et qu'est-ce que vous faites de toutes ces pommes? Alors toutes ces pommes, les premières, on les cueille pour faire de la compote, pour manger comme ça. Et après les suivantes, donc dans les pommes, il y a deux sortes de pommes. Il y a la pomme à couteau et il y a la pomme à cidre. Donc c'est la pomme à couteau qui vient en premier en maturité. Donc celle-ci, ceux qu'on ne cueille pas, on les prend pour faire le jus de pomme. On fait tous les jus de pomme, le jus de pomme pétillant avec. Et la deuxième partie qui mûrit plus tard, début novembre, les pommes à cidre, ça sert à faire le cidre. Voilà. Et une partie, s'il y en a vraiment trop pour moi, je les vends à un industriel. Et vous avez des particuliers qui viennent vous en chercher? Chercher des pommes, quelques-uns, pas beaucoup. Honnêtement, j'en cueille pas beaucoup non plus parce que c'est des vergers aux tiges. Donc c'est des vergers qui sont très hauts, il faut être à deux pour les cueillir. Ça demande beaucoup de main d'œuvre. On aime mieux les transformer et puis les vendre en jus de pomme. Et du coup, ici, tout est naturel? Alors complètement tout naturel. Donc là, on est en mode biologique depuis les années 95. Ici, on est en verger haute tige. C'est des vergers avec des animaux. Et ici, il y a un écosystème, il y a une biodiversité. Vous êtes entouré de haies. Il y a des trous dans les arbres qui nichent plein de petites bébêtes qui sont très nécessaires au verger pour lutter contre les ravageurs. Donc ici, pas de traitement, pas d'engrais chimiques, il n'y a rien du tout. Et on prend les pommes que l'on a. On ne met rien, mais voilà, c'est tout naturel. Et pourquoi des vaches, Monsieur Vanache? Alors les vaches, donc ici, avec les vergers, c'est un binôme, on va dire. Les vergers sont, vous voyez, ils sont espacés, ils sont à 10 mètres plantés. Donc les bovins servent à pâturer, à entretenir le verger. Donc les bovins, ils sont sur le verger jusqu'au mois de septembre, début septembre. Et après, on enlève les animaux, on nettoie le verger, puis après, on récolte les pommes. Et du coup, vos produits, Monsieur Vanache, on les trouve où? Alors on les trouve, il y a une grande majorité des personnes qui viennent à la ferme quand même, en direct. Au moins on a un contact, on peut discuter, on peut présenter les produits, on peut leur dire comment c'est fait. Après une grande partie sur quelques marchés, donc le marché de bio de Bussy, tous les samedis matin. Après sur Vervins, à Thiérache-Fermière, sur Saint-Michel aussi. Après dans quelques magasins revendeurs, des petits magasins. À Leclerc, à Hirson, principalement. Voilà. Ah, tu vois Christelle, avec toutes ces pommes, tu auras peut-être moins le bras en compote. Déjà que tu es haute comme 3 pommes. Au revoir, Monsieur Vanache. Au revoir. Mais qu'est-ce qu'elle fait avec sa fleur de pissenlit?
Mais qu'est-ce que tu fais, Catherine, avec cette fleur de pissenlit? Bah, tu vois, j'ai une verrue, donc j'essaie de me la soigner avec une fleur de pissenlit. Bah, n'importe quoi, ça ne se soigne pas avec une fleur de pissenlit. Ah bon? Bah non. Viens, je t'emmène au jardin roi. C'est extraordinaire là-bas. D'accord. Et ouais, extraordinaire. Bonjour Emmanuel. Bonjour Ingrid. Comment ça va? Ben, ça va bien et toi? Ça va. Je te présente Catherine. Bonjour Catherine. Je l'ai surprise en train de vouloir soigner sa verrue avec une fleur de pissenlit. Ah. Donc, je te l'ai emmenée. Eh bien, figure-toi Catherine que tu n'as pas complètement tort. Il s'agit bien d'une fleur jaune qui soigne les verrues. Mais ce n'est pas la fleur de pissenlit, c'est la fleur de kélidoine. Est-ce que tu veux que je te montre à quoi ressemble une fleur de kélidoine? Oui. Eh bien, allons-y. Alors Catherine, je te montre la kélidoine, elle est ici, tu vois, c'est une petite fleur jaune. Voilà, elle pousse à l'état sauvage, celle-là je ne la cultive pas. Et tu vois, dès que je l'ai cueillie, ça fait une petite goutte jaune orangé, là c'est la sève, c'est le sucre que l'on va mettre sur la verrue. Alors je n'ai pas de verrue, hein, mais imaginons que là ma petite tache de rousseur soit une verrue, eh bien je viens en mettre un petit peu juste sur ma verrue, tu vois comme ça. Et je vais la laisser, en fait c'est une plante qui est toxique, hein, et ce sucre-là qui est toxique va venir empoisonner ma verrue, tout simplement. Emmanuel, il est magnifique ton jardin, tu pourrais me le faire visiter avec Ingrid? Ah bah avec plaisir, allons-y. Super, super. Alors on va aller tout en haut voir les cultures de plantes aromatiques, mais déjà vous pouvez voir là c'est un arbre qui s'appelle le sureau que l'on récolte en ce moment pour faire... pour faire des sirops délicieux, très fleuris. Et le sureau est fébrifuge, c'est-à-dire qu'il fait baisser la fièvre. Voilà, c'est un grand jardin avec des prairies permanentes, des grandes graminées, des grands arbres, ce qui fait qu'on a un jardin qui est très riche en biodiversité. Et c'est un jardin qui est très vertueux, qui fonctionne très bien. Donc on va arriver dans le premier jardin de plantes aromatiques et médicinales. Je vais vous en présenter quelques-unes. Alors voilà nos cultures de plantes aromatiques et médicinales. Donc vous reconnaissez, j'imagine, cette jolie fleur bleue. Le bleuet. Le bleuet, exactement. Alors pour récolter le bleuet, en fait on prend la fleur dans nos doigts et puis on retourne en tirant. Voilà, comme ça, clac. Allez-y, vous pouvez essayer. Donc on retourne complètement la fleur, on la met à l'envers et on tire vers le haut. Voilà, et bien on continue, on va pouvoir faire la petite récolte aujourd'hui, c'est les premières fleurs de bleuet, donc il n'y a pas beaucoup de plantes à récolter. Des fois j'ai des paniers complets de bleuets à récolter. Le bleuet c'est bon pour les yeux en particulier, pour la peau, c'est une plante qui est astringente, ça veut dire qu'elle resserre les tissus. Et vous reconnaissez cette plante-là? Le thym? Le thym citron, passez la main dedans pour avoir les bonnes odeurs. Voilà, on fait du jus de pomme aussi, et donc c'est avec les pommes de ce verger qu'on fait le jus de pomme. On fait aussi sécher des pommes, ça rentre dans la composition de certaines tisanes, comme la tisane bonne humeur, la tisane au coin du feu, la tisane fleurie et fruitée. Elle comporte des fruits dont les pommes, donc voilà, on a un grand verger. Et tout ici est en agriculture biologique, voilà. Et voilà, là nous arrivons dans le jardin des fruits rouges, framboises, cassis, groseilles. Il y a même de la rhubarbe. C'est varié. Ah oui, on cultive environ 70 plantes différentes. Quand même. Ouais. Eh bien, on va arriver dans le dernier jardin de plantes aromatiques et notre plus grand jardin. Et là, aujourd'hui, c'est les premières roses qui fleurissent. Alors, je vais vous expliquer comment on récolte les roses. D'accord. Allons-y. Alors ici, c'est le panier de récolte. Donc ça comme un kangourou.
on met une petite poche comme ça. Et puis, alors pour les récoltes qui sont en hauteur, c'est très pratique parce que je vais récolter et ça tombe directement. Alors les récoltes qui sont bas, en bas, ça ne va pas. Hein. Ça va vraiment pour les récoltes qui sont hautes. Eh bien, on va récolter les roses. C'est parti. Donc ce sont les roses de Damas. C'est des roses anciennes qui sentent extrêmement bon. Donc voilà, on peut en récolter une par-ci. On prend les plus ouvertes. Voilà. Alors, je fais aussi de la gelée et du sirop avec ces roses-là. Ça nous donne des odeurs et des goûts très très fins, très très agréables. Eh les filles, je vous l'avais dit, ce jardin est un jardin extraordinaire. Ta la la la, extraordinaire. Ta la ta la la, ta la 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 la. C'est un jardin extraordinaire. Il y a des canards qui parlent anglais. Je leur donne du pain, ils remuent leur derrière en me disant Thank you very much, Monsieur Trenet. On y voit aussi des statues qui se tiennent tranquilles tout le jour, dit-on. Mais moi je sais que dès la nuit venue, elles s'en vont danser sur le gazon. Papa, c'est un jardin extraordinaire. Il y a des oiseaux qui tiennent un buffet. Ils vendent du grain, des petits morceaux de gruyère comme clients. C'est quoi cette bonne odeur? Monsieur le maire, Moi, je sens rien du tout. Oh. Eh bien, allons dans le séchoir. Ça sent bon ici. Voilà, c'est le séchoir ici. Nous allons donc mettre notre récolte de roses dans le séchoir. Alors, vous pouvez prendre les roses et les disposer sur le rideau. Comme ça. Voilà, bien à plat. Et donc, elles vont être séchées à l'abri de la lumière et à l'abri, voilà, des petits insectes. Ça, elles ne vont pas être abîmées. Vous voyez, ça, c'est les récoltes qui ont été faites la semaine dernière. Ça, c'est l'aubépine. De l'aubépine. La récolte de thym, les fleurs de thym. Ici, nous avons la mauve qui est presque séchée. Et celle-ci qui a été récoltée hier. Voilà, voilà. Et une fois qu'on a mis notre récolte au séchoir, on ferme. On va laisser dans l'armoire. Et l'appareil qui est là, qui s'appelle un déshumidificateur, va faire le travail. Voilà. Et c'est comme ça qu'elles gardent d'une part leurs bonnes odeurs et leurs belles couleurs. Bon, et bien écoute, pour ton petit rhume là, je te propose la tisane coup de froid, hein, avec de la fleur de sureau qu'on a vu tout à l'heure, et de la mauve. C'est une tisane qui va calmer tes irritations et ton petit rhume. D'accord. Voilà. Et puis par exemple, les roses qu'on a récoltées tout à l'heure, elles iront dans la tisane qui s'appelle Voir la vie en rose. Et à part ici, on peut les acheter où, tes tisanes? Alors les tisanes, on peut les trouver sur mon site internet, on peut les trouver sur les marchés, par exemple le marché des fans de carottes à Étré-au-Pont. Il y a une salle de vente ici, donc vous pouvez aussi passer à la ferme tous les jours sauf le dimanche pour venir acheter les tisanes, mais également les jus de pommes, les sirops, les confitures, le miel, les aromates. Voilà Catherine, la tisane coup de froid. Oh merci Manu, je me sens déjà mieux. Au revoir Manu. On passe bientôt au revoir. Ah bah super, à bientôt. À bientôt. Bon retour. Merci. Ah la chance, vous avez dû en prendre plein les narines. Je suis trop jalouse. Et des passages cloutés. Il y avait un bal qui donnait des rimes verts. Dans un coin de verdure, les petites grenouilles chantaient. Ça va Nathalie, t'as la banane? Très bien Christelle, j'ai la pêche. En parlant de fruits, tu m'offrirais bien un jus de pomme. Y a pas de souci. Qu'est-ce qui sent mauvais comme ça dans ton frigo? C'est mon fromage. Fromage? Bah oui, mon maroilles. Tu sais, le maroilles c'est plus fort à l'odeur qu'au goût. Toi, tu connais pas le maroilles? Ah non, pas du tout. Eh ben, je vais t'amener voir Jason à la ferme des Parsis. Ok, pas de souci, on y va.
Salut Jason. Bonjour. Je te présente Christelle. Elle est chirachienne et elle ne connaît pas le maroilles. En même temps, Nat, vu l'odeur, je pense que c'est trop fort pour moi. Ah non, Christelle, détrompe-toi. Le maroilles, c'est beaucoup plus fort à l'odeur que vous. Ah, vous voyez les filles, je vous l'avais dit. Bon, allez, j'arrête de ramener ma fraise. Bon, vous venez, on va faire un tour, je vais vous expliquer. On te suit. Alors voilà, ici on est dans la fromagerie lait de ferme à Éparcy. Donc on est juste à côté de la cave où s'affinent les fromages. Donc on transforme le lait de la ferme de mes parents qui est située à la Bouteille, un petit village juste à côté. Et donc le lait des vaches est transformé ici en maroilles. Alors on transforme notre lait depuis 2018 suite à mon installation. Je suis revenu sur la ferme et sur la fromagerie pour amener un petit plus à l'exploitation et donc transformer notre lait en fromage. Et du coup, comment on arrive à faire le maroilles à partir du lait? Alors, au départ, on a donc notre lait. Ici, c'est du lait cru qui n'est pas chauffé, pas thermisé, pas pasteurisé. Donc on a du lait cru qui est réchauffé à 37 degrés. Ensuite, on y met des ferments lactiques qui vont venir acidifier notre lait. On va emprésurer avec de la présure naturelle qui va faire coaguler notre lait et le transformer en une espèce de gros flan. Ce flan, on va venir le décailler, le brasser et on va se retrouver avec des petits grains, des gros grains de maïs, on va dire, qui vont s'égoutter en bassine et par la suite, au fur et à mesure des brassages, qui va s'égoutter tout doucement et on va ensuite le mouler dans des moules qui vont lui donner sa forme carrée, comme on le connaît très bien. Et du coup, d'où provient la couleur orange du fromage et son odeur? Alors, le fromage il est orange parce qu'on va venir tout au long de l'affinage, on va venir le brosser avec de l'eau et du sel. Et l'eau et le sel vont développer une couleur orangée à la surface du fromage, une pellicule un peu grasse, un peu poisseuse, salée. Et en s'affinant, le fromage dégage de l'ammoniac, une forte odeur qui est présente dans la cave et qui va se développer au fur et à mesure de l'affinage. Et plus le fromage va vieillir, plus il va prendre cette odeur et ce goût, cette typicité en fin de compte. Et vous avez combien de personnes qui travaillent ici? Alors ici, entre 5 et 6 personnes, ça dépend des périodes, parce que le fromage, on ne produit pas toujours la même quantité de fromage tout au long de l'année. Il y a des périodes creuses, il y a des périodes où il y a des fortes demandes, on est entre 5 et 6 personnes. Et donc il y a des personnes qui s'occupent plus de la production, d'autres qui s'occupent plus de l'affinage, de l'emballage, chacun a un peu son poste et son rôle pour s'organiser au mieux. Et où est-ce qu'on peut acheter ton maroilles? Alors le fromage, le maroilles, on peut le retrouver ici au magasin directement ou alors dans des petites boutiques autour d'ici. On est basé sur Vervins, dans les petits magasins, jusque Lens, Saint-Quentin, un petit peu en Belgique. Et après on travaille beaucoup avec des grossistes, avec des revendeurs qui eux redispatchent le fromage un petit peu partout, mais principalement dans le nord de la France. Parce que le maroilles il est principalement consommé dans le nord de la France. En dessous de Paris, les gens avec le maroilles ils ont un petit peu du mal. Bon, du coup, Nat, je crois que je vais me laisser tenter. On va aller faire un tour au magasin. Alors la boutique, allez. Bon, allez, à table. Bon bah bonne dégustation. Merci. Au revoir. Au revoir.
Vous venez souvent au marché de Bussigny? Dès que je peux, oui. Et vous venez de quelle commune? D'Arras. Je suis pas du coin. Vous venez vraiment de loin. Et pourquoi vous venez au marché bio du Hérisson? Alors parce que Manu, c'est le meilleur ami de mon mari et on a suivi toute l'aventure depuis le début et du coup on y va à chaque fois parce que le marché est trop bien et que c'est le meilleur marché du monde. Et avec les produits que vous allez acheter, vous allez cuisiner quoi? Bah alors aujourd'hui je vais rien acheter parce que je rentre pas tout de suite chez moi. Par contre il y a l'Aptar qui fait un apéro et du coup je vais manger et boire du jus de pomme du coin. Eh ben je vous souhaite un bon appétit. Merci de vos réponses. Au revoir. Vous venez souvent au marché de Bussigny? C'est la 3e fois. Je viens pas souvent, mais c'est très sympa. Et vous venez de quelle commune? Hérisson. C'est pas vrai. Non, bah non. Et pourquoi venez-vous au marché bio du Hérisson? Ah bah justement parce que c'est bio, il n'y a pas beaucoup de marchés dans le coin, surtout le samedi matin, on a le temps, il fait beau, donc c'est sympa. Et avec les produits que vous achetez, vous allez cuisiner quoi? J'ai pris de la salade, donc je vais la faire directement. Je suis pas une grande cuisinière, donc ce sera à consommer directement. On est souvent au marché de Bussigny? Oui, je viens toutes les semaines. D'accord. Vous venez de quelle commune? Alors je viens de Martigny au Pont-à-l'Écu, à 3 km d'ici. Pourquoi venez-vous au biomarché du Hérisson? Alors déjà parce qu'il est bio, parce que Manu je le connais déjà depuis beaucoup de temps et puis c'est local surtout et puis il faut mettre en valeur les produits locaux et le travail des personnes qui nous entourent, c'est important. Et surtout c'est parce que c'est bon. Vous allez cuisiner quoi avec vos produits? Alors, j'ai l'habitude de prendre la salade, tous les produits en général, et puis en fonction de ce qu'il y a de disponible, je fais mes petites recettes, et puis Manu, sa maman, ou même les autres producteurs me donnent des petites idées, donc j'aime beaucoup cuisiner, et puis toi aussi, tu me donnes des idées aussi, donc ça dépend, mais on fait surtout la tarte, les épinards. Le samedi midi, c'est les épinards, par exemple. Voilà. Ah, bah alors. Oh là là, mais comment tu t'es fait ça? Vous venez souvent au marché de Bussigny? Bah ça fait longtemps qu'on n'est pas venu là. Ouais, c'est vrai. Ça fait longtemps qu'on n'est pas venu, on vient de temps en temps, épisodiquement, mais on vient, ouais. Et vous venez de quelle commune? De Mondrepuis. Oh, c'est pas loin. Non, c'est pas loin, c'est à côté. Et pourquoi vous venez au marché bio du Hérisson? Déjà parce qu'on connaît bien le Maraîche du Grand Raid et puis parce qu'on aime bien. C'est vrai que c'est un petit marché local qui fait du bien, qui est familial et qui fait du bien. Pour découvrir aussi les produits locaux, tout ce qui se fait pas loin de chez nous, quoi. Et avec les produits que vous achetez, vous allez cuisiner quoi? Alors qu'est-ce qu'on a? On a carottes, oignons, on va faire une petite potée lentilles, je pense. Des petites endives braisées. Et puis ça c'est pour le petit déj du matin. Alors Jonathan, qu'est-ce que tu fais avec cette tambouille? En fait, avec la tambouille, c'est une cuisine pédagogique mobile où on intervient. En fait, j'interviens avec la tambouille et l'Aptar en fait sur des événements comme ici où on fait de la cuisine, on fait de l'éducation alimentaire et un peu d'esthétique. En fait, j'utilise ma casquette de cuisinier et de diététicien. Le plaisir de bien manger. Et le plaisir de bien manger. Et j'utilise ma casquette de cuisinier et de futur diététicien pour pouvoir amener le plaisir alimentaire, des connaissances alimentaires, des techniques alimentaires, où on parle dans des moments de convivialité, d'équilibre alimentaire tout simplement en fait. Et cet outil nous sert un peu de vitrine et de cuisine en fait, tout simplement quoi. Il nous permet de nous rendre dans les villages. Il nous permet de nous rendre près des villages. Et alors pour toi, c'est quoi une alimentation équilibrée? Alors, en vérité, une alimentation équilibrée, c'est une alimentation où on mange de tout en fait. Il faut manger des légumes, des légumineuses, il faut manger des féculents, des protéines. Il faut aussi savoir se faire plaisir. Il ne faut pas hésiter de manger des matières grasses. Il faut vraiment respecter, le but c'est d'équilibrer son alimentation en mangeant de tout, sans excès et en équilibre, tout simplement. Et en se faisant plaisir. Et en se faisant toujours plaisir, voilà. Légumes, légumineuses, d'accord. Mais et le chocolat alors? Ça compte pour des prunes? Bah non, le chocolat ça compte pas pour des prunes. Ça fait partie justement de cette famille des produits sucrés qu'on peut manger quotidiennement. Juste qu'au niveau de la fréquence, il faut faire attention, les produits sucrés sont à manger par parcimonie, vraiment pour le plaisir en fait. Et sinon, je peux mettre du beurre dans mes épinards? Mais bien sûr qu'il faut mettre du beurre dans ces épinards. Les épinards seront bons pour la santé, le beurre sera bon pour la santé, donneront du goût à tes épinards. Il faut juste éviter que le beurre soit trop cuit et il faut mieux le mettre à la limite à froid sur les épinards bien chauds quoi. Merci Jonathan pour tes réponses. De rien. On n'a plus de gaz. Ah.
Je m'appelle Catherine. Je suis arrivée à l'AFTAR en septembre 2022. Tout se passe très bien. Alors, nous sommes en séjour avec des personnes super géniales. Donc, Fanette, Julien. Et puis, là, Martin qui est en train de me filmer. Bah, déjà, ça me change. Ça te change? Ça me change beaucoup, ça me peut permettre de connaître des personnes. Nous aussi, ça nous change. Hein. Et c'est vraiment bien, quoi. Alors, l'expérience du film s'est bien passée. Bon, au début, on avait un petit peu peur, mais on a été mise à l'aise par Caroline, ce qui nous a permis de pouvoir faire ce film. C'était bien. Bon, moi, je m'appelle Christelle, je suis arrivée à l'AFTAR en juillet 2022. Donc, ça me permet de sortir un peu du quotidien. Ça me fait du bien de venir 2 fois par semaine. Et par rapport au film, c'est une expérience vraiment à faire. Je regrette pas d'être venue sur le séjour. Je m'appelle Nathalie, j'habite à Hirson. Je suis arrivée à l'AFTAR en mai 2022. L'AFTAR, ça m'apporte de changer mon quotidien, de bouger, de faire des choses ou visiter des lieux qu'on n'aurait pas fait si on restait chez nous. Fanette, Julien sont de bons encadrants. On n'a jamais été... quand on avait besoin de quelque chose, on allait les voir, ils nous ont jamais... On a passé de bonnes soirées, de bons repas. C'était super. Si ça à refaire, je le refais. Je m'appelle Lily, je suis arrivée à l'AFTAR de Saint-Michel le mois de juillet. Je suis bien contente d'avoir rencontré avec les gens avec qui je suis à l'AFTAR de Saint-Michel. Et le film s'est très bien passé. Je ne pensais pas passer devant une caméra. Et en fin de compte, ça m'a plu. Et ça serait peut-être à recommencer. Bonjour, je m'appelle Elodie. Je fais partie de l'AFTAR depuis mars 2023. Faire partie de l'AFTAR m'a aidé à sortir un peu de ma coquille. Faut bien le dire. Faire partie d'un groupe, ça aide vraiment à extérioriser un peu, à changer des habitudes du quotidien. Et pendant le séjour, j'ai appris à faire ressortir la petite voix qui était en moi. Voilà. En 3 jours de temps, je n'ai jamais parlé autant de toute ma vie. Donc je m'appelle Cathy, ça fait 1 an que je suis à l'AFTAR. Ça m'a fait sortir de chez moi. Le séjour a été super, bonne entente entre les filles. J'ai adoré tourner le film, ce qui m'a permis de nous remettre dans le bain du théâtre. Je m'appelle Ingrid. Je suis à l'AFTAR depuis décembre 2022. Venir à l'AFTAR, ça m'a permis de compter un peu sur les autres, de laisser un petit peu de laisse chez moi et pas que tout repose sur mes épaules. Ce petit séjour, c'est sympa, tout se passe bien. Apprendre à être derrière un objectif, ça c'est pas évident. Voilà. Bonjour, je m'appelle Sabrina. Je viens d'intégrer l'AFTAR il y a très peu de temps. En fait, je viens d'arriver au séjour. J'ai fait le séjour qui n'était pas spécialement prévu d'après mon emploi du temps, mais j'ai aucun regret. J'ai très apprécié ce séjour, de visiter les producteurs, d'apprendre leur métier, c'était très intéressant, d'être avec les filles aussi, ça nous apporte beaucoup, ça nous fait énormément de bien, de changer d'air, de côtoyer d'autres personnes, et voilà. Bonjour, je m'appelle Nathalie, je suis à l'AFTAR depuis novembre. Bien fou d'être avec beaucoup de monde. Quand même, on a toujours le quotidien. On a passé un merveilleux séjour de 5 jours. Camping de Petit. C'était très chouette. Et merci aux encadrants et aux photographes.